Bonjour à tous, bienvenue. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Anne et je vais animer cette Insta Live aujourd'hui. Donc, dans le cadre de son exploration du vaste sujet de l'allergie, Shield by JVD vous propose aujourd'hui ce live avec une experte, le docteur Beaugendre, que nous sommes heureux d'accueillir, et Julie qui va venir aussi témoigner de son quotidien d'allergique, de son quotidien de patiente allergique. Donc bienvenue dans le live Les allergies et vous, proposé par Shield by JVD. Alors peut-être en attendant que tout le monde se connecte, docteur Beaugendre, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Alors, Isabelle Beaugendre, je suis médecin allergologue, j'exerce en ville, en cabinet de ville. J'ai aussi une journée par semaine où j'exerce à l'hôpital, au CHU de Nantes, à la plateforme d'allergologie. Voilà, je fais de l'allergologie générale, du tout petit enfant à l'âge adulte et plus. Les allergies, je vois les allergies respiratoires, les bilans d'AS, les gènes ORL, les allergies alimentaires, les allergies aux médicaments, aux hyménoptères, tout ce qui est guêpes, abeilles, et bien sûr les allergies cutanées, l'eczéma et l'urticaire. Merci, docteur. Julie, toi, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, on se connaît un peu avec Julie parce que vous avez déjà réalisé des témoignages sur notre site. Donc, Oui, bonjour à tous. Donc Julie, j'ai 47 ans, j'habite à Vertou, maman de 4 enfants. Et 4 enfants allergiques, moi-même allergique depuis très 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 longtemps. Et donc je suis ravie d'être là et d'écouter le docteur aussi sur les allergies. Alors du coup, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi une allergie? Comment ça fonctionne? Comment ça se développe? Alors, une allergie, c'est un problème du système immunitaire. En fait, notre organisme a un système de défense, c'est le système immunitaire qui fabrique des anticorps pour reconnaître les bactéries, les virus, et quand il les croise, il essaye de mettre en place des moyens de défense. Et le patient allergique va à tort fabriquer des anticorps contre des choses de son environnement, contre des aliments. Et donc quand il est en contact avec ça, il met en place aussi des systèmes de défense alors qu'il ne devrait pas. Et c'est comme ça qu'il y a des symptômes avec des aliments, avec des acariens, voilà. Donc c'est le système immunitaire qui s'étend un peu trop dans son travail et qui déborde un peu de ses fonctions. Qui se trompent en fait. Voilà. Ouais. Qui sont les personnes les plus touchées par les allergies? Il y a des caractéristiques communes entre vos différents patients? Alors absolument pas, nos patients ils sont tous différents, ça touche tous les âges, ça touche tous les milieux, ça touche tout, que ce soit féminin, masculin, on n'a pas de point commun entre tous nos patients. Et est-ce que vous diriez que tous détectent leur maladie tout de suite, ou est-ce qu'ils potentiellement ils peuvent vivre longtemps en ignorant qu'ils sont malades? Si c'est une allergie grave, un choc anaphylactique comme on appelle ça, aigu, avec un aliment, avec un médicament, bien sûr le bilan est souvent rapide puisqu'on veut savoir ce qui s'est passé. Par contre, il y a des choses beaucoup plus subtiles comme le nez qui coule, des petites gênes respiratoires ou des petites toux, et souvent les gens au départ se disent tiens je suis un peu malade et ont beaucoup de mal à se dire c'est allergique. Et en fait il faut vraiment y penser, c'est-à-dire que si vous êtes malade et que vous avez même des angines ou le nez qui coule chaque printemps par exemple, ou toujours dans les mêmes environnements, il ne faut pas hésiter, quitte à se tromper, à faire un bilan allergologique, parce que souvent on dit qu'il y a 5 à 10 ans entre le début des symptômes et l'éventuel diagnostic. Ah oui, quand même. Julie, à l'écoute de ce que nous dit le docteur Beaugendre, ça rejoint un peu ce que vous avez vécu vous aussi? Oui, en effet, partout, ça c'est sûr, depuis moi, donc l'enfance, c'est familial, ça. Alors ça, on en parlera certainement plus tard, mais l'environnement, je le vis aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai 2 enfants qui sont très allergiques, avec des profils d'asthme et puis de la rhinite, etc. Mais ces 2-là, je sais, ils sont allergiques depuis qu'ils sont tout petits. Là, j'en ai un de 15 et une petite fille de 10 ans. Celui de 15, c'est cette année, je me dis, tiens, c'est bizarre. On est en printemps. Là, aujourd'hui, on est en plein pic de pollen. Avant de venir ici, il a éternué 3 fois. Je me suis dit, bon, en fait, il est allergique.
Et j'avais, comme je connais, un peu anticipé, j'avais pris un rendez-vous l'année dernière avec l'allergologue et pour l'instant j'ai un traitement uniquement quand il est allergique, pas de fond. Mais en tout cas, il n'y a pas un chemin classique. Moi je le vois dans mes enfants, quoi. C'est que les 4 enfants, ils n'ont pas les mêmes allergies et pas le même parcours. Ouais. À vous écouter, Julie, on a vraiment l'impression qu'il y a des familles d'allergiques, en fait, c'est ce que vous décrivez. Du coup, j'ai une question qui d'ailleurs nous a été posée aussi par ceux qui nous écoutent, mais est-ce qu'on est allergique? Est-ce que c'est génétique? Alors, on ne naît pas allergique parce que d'abord pour nous, être allergique, c'est avoir des symptômes. Donc on peut être sensibilisé par avoir de symptômes, c'est une nette différence. Par contre, il y a clairement des prédispositions familiales qui existent. C'est le gène de l'atopie. Et ces prédispositions familiales nous donnent juste le risque d'être plus allergique ou plus fréquemment que les autres. Par contre, il n'y a pas écrit dans le gène à quoi on va être allergique. D'où un départ à des âges complètement différents, des symptômes complètement différents et des allergènes auxquels on réagit complètement différents. Donc ça, c'est pas prévisible. Voilà. Et on peut être allergique du jour au lendemain? Oui, on peut être allergique du jour au lendemain et ça peut arriver aussi chez des gens qui n'ont pas cette prédisposition génétique. Il y a des gens qui sont allergiques de manière isolée dans une famille, c'est pas forcément avec un facteur génétique. Il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, des fois des très fortes expositions. On a vu ça au premier confinement en 2020 où il faisait chaud avec un peu de vent, il y a eu beaucoup de pollen, d'autant plus qu'il n'y avait plus d'entretien de la ville et tout ça, et on a eu beaucoup de déclarations de nouveaux cas d'allergie au pollen. Mais ça arrive aussi à d'autres saisons, on sait que ça fait partie des risques, mais il y a des fois on ne sait pas pourquoi le patient est allergique, il n'a pas de terrain, il n'a pas de circonstances. On parle beaucoup en ce moment de cette étude de l'OMS qui nous dit que, parce qu'on est en pic de pollen là, et qui nous dit qu'à l'horizon 2050, une personne sur 2 sera allergique. Aujourd'hui, je crois que c'est déjà pratiquement une personne sur 3 qui est allergique, une personne sur 4 a une allergie respiratoire. Quelles en sont les causes et pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques ? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je pense que avant, on ne s'occupait pas forcément de ça, c'est-à-dire que la vieille grand-mère qui était dans un coin et qui reniflait, on se disait mamie, elle a toujours le nez qui coule, mais on s'arrêtait là. Ça, c'est la première chose. Et puis, en effet, il y a une augmentation réelle des allergiques. Il y a plusieurs théories. La première chose, c'est la théorie hygiéniste, c'est qu'on vit dans un environnement un peu trop aseptisé. On a pendant longtemps donné beaucoup trop d'antibiotiques et ce système immunitaire dont je vous parlais qui s'occupe des virus, des bactéries, il s'est comme un petit peu ennuyé et il s'est développé un peu plus vers une autre voie qui est l'immunité qui donne l'allergie. Donc ça, c'est la théorie hygiéniste. Il y a aussi la pollution. La pollution, par exemple, pour les pollens, va augmenter en pic de pollution. On a une augmentation des émissions de pollen. On a aussi ça fragilise la coque du pollen qui, quand elle arrive sur nos muqueuses habituellement, va être enfermée dans sa coque et là elle va se défaire beaucoup plus facilement, donc va être plus vite en contact. Et la pollution va aussi irriter toutes nos voies respiratoires, donc le filtre du nez, tout ça marche moins bien et du coup ça favorise les sensibilisations. Et voilà, après on a aussi une augmentation par l'évolution de l'espèce humaine, comme on est passé de 4 pattes à debout, c'est aussi certainement une évolution. Alors, on parle d'allergies, il y a quand même différentes typologies d'allergies. On a parlé des allergies respiratoires. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces typologies d'allergies ? Alors, vous voulez dire les autres que les respiratoires ? Les autres allergies, oui. Donc en fait, il y a les allergies en effet. En fait, on a 2 grandes familles dans les allergies, c'est tout ce qui est immédiat et tout ce qui est retardé. Donc 2 grandes familles. Dans les immédiats, il va y avoir le respiratoire avec tout ce qui est ORL, donc le nez, la gorge, et respiratoire, le poumon. Il va y avoir ce qui est alimentaire, voilà. Il va y avoir les venins, comme je vous disais, il va y avoir les médicaments. Et puis après, on est donc tout ce qui est venin, médicaments alimentaires vont pouvoir donner des problèmes cutanés aigus, des problèmes de choc anaphylactique graves. Et après, tout ce qui est allergie retardée, ça va être plus des allergies de contact. En fait, en contact avec un allergène, on développe de l'eczéma. Ou bien des CEPA, c'est un nom un peu tordu. En fait, c'est une inflammation de l'intestin avec certains aliments. D'accord.
D'accord. Alors, je vous propose qu'on se concentre peut-être un peu plus sur les allergies respiratoires aujourd'hui. Alors, on est en plein pic de pollen, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi les pollens nous rendent allergiques et quels sont les pollens les plus allergisants et quelles sont les périodes de l'année les plus dangereuses? Alors les pollens nous rendent allergiques parce qu'on est en contact avec eux, comme pour les acariens, c'est comme ça, c'est parce qu'on a fabriqué des anticorps, ça ne s'explique pas, et aussi parce qu'il y a une forte exposition à certains moments. Les pollens qui sont les plus embêtants et les plus fréquents, c'est les pollens de bouleau souvent, mais il y a aussi les pollens de graminées qui peuvent donner des symptômes très fréquemment. Après, tous les pollens peuvent donner des réactions, mais quand même, c'est les bouleaux qui donnent les réactions les plus graves et les graminées. Les pics, c'est le printemps. Alors pour les bouleaux, ça peut commencer très tôt, certaines années dès fin février, ça va aller jusqu'à fin avril, début mai, et les graminées, ça va être plutôt mi-avril à juillet. Voilà, comme je vous disais, c'est favorisé par la pollution, par tout ça. Voilà. Ces périodes-là sont un peu embêtantes. Si on cumule la chaleur qui augmente la pollution et les pollens de graminées, c'est vrai que chez un asthmatique, ça ne fait pas une bonne... Ça fait un cocktail terrible. Ouais. Aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, par exemple. Julie, vous allez témoigner on peut peut-être commencer tout de suite à témoigner sur votre expérience malheureusement des pollens en ce moment. Alors moi, j'ai toujours une référence qui est la période de Roland-Garros où je sais que c'est le moment où je suis la plus allergique. J'ai habité dans le sud pendant toutes mes années, entre 13 ans et 25 ans. Et c'est vrai que quand on est allergique, en fait, le printemps arrive, c'est la meilleure période et on est dégoûté. Parce que moi, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Le jour de mon bac, la semaine avant mon bac, j'ai fait une piqûre de cortisone parce que tellement j'étais allergique. Il y a mon père qui est allé voir mes profs en disant la pauvre elle est allergique, c'est pour ça qu'elle a des mauvaises notes. Bon, ça m'arrangeait bien, mais voilà. Donc moi c'est vraiment les yeux, la rhinite et les yeux, et puis une sensation d'être boursouflé ou quoi que ce soit. Donc moi je le vis vraiment comme une maladie, ça c'est sûr, et c'est ce que j'explique également à mes enfants, hein, c'est que il faut le traiter. Et donc voilà, donc moi c'est la période, c'est vraiment ça. C'est au moment, moi c'est les graminées, donc c'est à ce moment-là. Mais c'est drôle parce que dans mes frères, il y en a qui sont aussi près, il y en a d'autres qui sont au boulot, il y en a d'autres. Et en effet, dans la même famille, on n'est pas allergique à la même chose. Et mes enfants, c'est la même chose. Alors acariens, ils le sont tous, mais... Ils le sont tous aussi. Ouais, ils le sont aussi aux acariens. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est l'allergie aux acariens? À quoi on est allergique quand on est allergique aux acariens? On est allergique à leur déjection et à leur corps. Voilà, et en fait, pareil, on fabrique des anticorps contre ça. L'allergie aux acariens, le problème c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais en fait c'est toute l'année. Donc c'est peut-être... Voilà, il y en a partout. Alors on peut diminuer la concentration dans les maisons, mais on en a quand même tout le temps. Et ça entraîne des symptômes respiratoires essentiellement fréquents, et ça fatigue, ça a un retentissement un peu comme les pollens, sauf que les pollens c'est très fort et très saisonnier. Là c'est un peu une usure sur les patients, ils en ont marre parce que c'est tous les jours. Ouais, c'est difficile. On parle aussi en termes d'allergies respiratoires beaucoup des allergies aux poils d'animaux. Alors là, est-ce que c'est vraiment au poil de l'animal lui-même qu'on est allergique ou... Alors en fait, on est allergique pour les animaux à une protéine. Donc par exemple, le chat, c'est ce qu'on appelle scientifiquement le FeLD1. L'anticorps se fixe sur cette partie-là, et cette protéine est fabriquée pour le chat au niveau salivaire. On le trouve aussi dans les urines et un petit peu dans la composition du poil, mais en effet, c'est pas le poil en lui-même. Pour le chien, ça va être l'allergène majeur va être uniquement dans la salive, et c'est le fait de se lécher, qu'il en a sur la langue, il en a sur les poils. Voilà, et bon, souvent la plupart des animaux c'est une protéine et pas le poil qui donne l'allergie. C'est la protéine. Je vous rappelle qu'on est donc sur ce live, Insta Live dédié aux allergies, donc les allergies et vous. On a parlé déjà un peu des symptômes que vous ressentiez, Julie, et que ressentent vos enfants, et de la diversité des allergies que l'on peut avoir à tout type de pollen, et finalement très souvent aussi aux acariens. En termes de symptômes, docteur Beaugendre, est-ce que il y en a d'autres que ceux que décrivent Julie? Est-ce que ça peut être très très grave, une allergie, ça peut aller jusqu'où? Alors une allergie, si on parle du respiratoire, on peut se dire une allergie aux acariens, au pollen, on a le nez qui coule, mais
En fait, on peut aller jusqu'à des crises d'asthme et en décompenser une crise d'asthme. Des fois, heureusement c'est rare, mais on peut avoir un risque vital avec une crise d'asthme et un spasme bronchique. Oui, ça peut être vital. Après, là, on est dans le respiratoire, bien sûr, dans l'alimentaire, dans le médicamenteux et avec les venins d'hyménoptères. Oui, il y a des chocs anaphylactiques avec un vrai risque vital. Avec un risque vital. Merci, je crois qu'on va pouvoir passer aux questions de maintenant. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions Pas encore. Alors, je vais commencer avec celle qu'on a préparée ici dans l'équipe. Est-ce qu'on peut guérir d'une allergie? Parce que c'est quand même la question qu'on se pose. Julie a expliqué que c'était une maladie et qu'elle le ressentait en tant que telle. Est-ce qu'on peut en guérir? Je vais peut-être vous décevoir, mais non, on ne guérit pas d'une allergie, donc on peut nettement améliorer les symptômes. Maintenant, il y a quand même une grosse amélioration des désensibilisations spécifiques. Alors, si on reste sur le respiratoire, les désensibilisations spécifiques se font en général sur 3 ans. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est 3 ans maintenant, et c'est que par voie orale, il n'y a plus d'histoire d'injection. C'est soit des gouttes, soit des petits comprimés qu'on va prendre tous les jours, qu'on va laisser en contact avec la muqueuse pendant 2 minutes, et on va ainsi baisser l'allergie, baisser les symptômes, mais l'allergie sera toujours là. Donc au lieu d'avoir une gêne chronique, la nécessité d'un médicament tous les jours, ce qu'on veut obtenir et qu'on obtient quand même dans la majorité des cas, c'est des symptômes qui sont plus rares et que lors des expositions fortes. Oui, je le vis moi-même actuellement. Je suis en pleine 3e année de désensibilisation. C'est peut-être ma 3e désensibilisation depuis que je suis jeune. Alors j'ai fait les gouttes sur le sucre, j'ai fait les injections en piqûre, et là je suis en effet avec les comprimés. C'est génial, hein, les nouveaux comprimés. Ça change la vie. C'est révolutionnaire, et en effet ça limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en temps normal, je n'aurais pas été comme ça devant la caméra. Enfin, voilà. J'avais des lunettes de soleil et un mouchoir. Donc c'est beaucoup mieux. Et ce que décrit Julie sur la durée de la désensibilisation, c'est général à tous vos patients? Non, en fait, les nouveaux traitements, quand même, je trouve, ont des meilleurs résultats que ceux d'avant. Et puis aussi, tous les patients sont différents. On a des patients qui ont besoin d'en refaire de temps en temps, mais c'est quand même la minorité. C'est la plus faible partie ne va pas répondre, parce qu'il y en a quand même qui ne répondent pas. Et puis après, il y a ceux qui répondent un temps, puis qui sont obligés de revenir parce qu'ils trouvent que ça les gêne. Et puis il y a quand même la majorité, heureusement, vu le nombre de demandes qu'on a, qu'on ne refait pas tout le monde 10 fois, qui s'améliore. Voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment expliquer aux patients, parce que les patients des fois disent que leur désensibilisation n'a pas marché parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit magique et que tout disparaisse. Et ça, on aimerait bien, mais on ne sait pas faire. Et en termes de désensibilisation, c'est plus facile de faire disparaître une allergie respiratoire, alimentaire. Qu'est-ce qui sont les meilleurs pronostics? Aucune ne disparaîtra, comme je disais. J'en ai bien compris. C'est à vie. Mais c'est l'allergie. Ça ne ravit pas. C'est l'allergie respiratoire qui va le mieux s'améliorer avec les désensibilisations. On entend beaucoup parler de désensibilisation aux aliments, c'est pas vraiment le bon terme, on fait des accoutumances pour qu'il y ait moins de risque de choc, mais voilà, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas du tout le même système et on ne peut pas agir pareil. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour soulager une allergie? Parce qu'on a parlé de la désensibilisation, il y a une théorie du traitement de l'allergie qui a un peu évolué avec le temps. En préparant en fait cet Insta-Live ensemble, je rappelle que c'est un Insta-Live sur les allergies par Chil JVD, puisque Bertie me dit de le préciser régulièrement. En fait, quand on traite ces allergies, les théories de traitement elles ont évolué parce que il y a des allergies principales, des allergies secondaires. Souvent, là on est en train de séparer l'allergie respiratoire et l'allergie au pollen, mais en fait on voit bien chez Julie et sa famille que finalement les deux sont potentiellement liés, les allergies alimentaires aussi. En fait, il y a des allergies respiratoires et des allergies alimentaires, c'est deux choses différentes, mais on a parfois une erreur de diagnostic avec des patients qui ont été étiquetés à tort allergiques alimentaires, par exemple à la noisette ou à la pomme, et en fait ces allergies alimentaires sont des fausses allergies alimentaires, c'est qu'on s'est sensibilisé, donc on a fabriqué des anticorps. Alors si je prends l'exemple de la pomme, vis-à-vis du bouleau, l'anticorps va se fixer à la surface du bouleau, reconnaître le bouleau et déclencher ses symptômes comme si c'était un ennemi. Et à la surface de la pomme, il y a le même identifiant, un des identifiants est commun. Donc l'anticorps, vous mangez la pomme, l'anticorps se fixe, il dit oulala, voilà les bouleaux, donc ça met à gratter dans la bouche, dans la gorge et tout ça. Et il cherche les autres parties du bouleau qu'il connaît, et en fait, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, où il ne les trouve pas, il se rend compte qu'il se trompe et ça s'arrête. Donc là, on est dans une allergie
croiser pollen-aliment et c'est pas du tout la même conduite à tenir. On va pas faire d'éviction stricte. D'abord, l'aliment est supporté en cuit parce que cette petite partie commune va être détruite par la cuisson. Et puis en plus, les symptômes sont souvent beaucoup moins graves. Donc on donne des règles beaucoup moins strictes. Et il n'y a pas d'adrénaline et il n'y a pas de PAI la plupart du temps. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions dans certains, mais c'est vraiment très spécifique. Mais attention à ça, les allergies alimentaires croisées ne peuvent pas être traitées comme les allergies aliments croisés ne peuvent pas être traités comme l'alimentaire pur. Mais ça, c'est très nouveau en fait comme approche, parce que c'est vrai que étant allergique moi-même, j'ai pas eu cette chance d'avoir cette théorie-là. Et du coup, l'éviction totale était un peu compliquée à gérer. J'en ai une question assez pointue, je dois dire. Quelle est l'importance de la qualité de l'air intérieur par rapport aux allergies aéroportées ? Alors, la qualité de l'air intérieur, ça fait partie certainement aussi de la cause d'augmentation des allergies. C'est que nos maisons, pour des questions énergétiques, sont de plus en plus fermées, étanches, voilà. Donc forcément, quand c'est moins aéré, les allergènes sont un peu plus concentrés. Il faut bien penser à aérer les habitats. Et puis, les polluants, que ce soit les polluants extérieurs, comme on disait tout à l'heure, ou les polluants intérieurs, vont augmenter la fragilité des muqueuses et du coup vont augmenter les signes de l'allergie. Donc voilà, la qualité de l'air intérieur, c'est important de la maîtriser, d'aérer, d'avoir des systèmes pour filtrer l'air, pour assainir l'air des habitats. Mais c'est vrai que du coup j'en profite, comme vous êtes là, quand j'aère, je me dis, je fais venir le pollen dans la maison. Ah oui, alors j'ai cette question-là, du oui. coup, en me disant, est-ce que c'est bien d'ouvrir les fenêtres ? Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas précisé, il faut aérer son intérieur. Il est vrai que quand on est allergique au pollen et qu'on est en période de pic de pollen, on ouvrira soit très tôt et très tard le soir, soit après la pluie pour que ça ait assez, mais évidemment, oui, pas en pleine journée. La petite journée où il fait bien chaud et il y a le petit vent, non, surtout. Voilà, c'est ça, c'est d'accord. D'où l'intérêt éventuellement d'avoir un des purificateur. Voilà, exactement. Okay. À condition qu'il soit de bonne qualité, évidemment. Oui, alors, du coup, on peut revenir sur les bons gestes, parce que c'est vrai, quand on est allergique au pollen, ou même aux acariens, il y a un certain nombre de beaux gestes à respecter. Donc, on a dit qu'il faut aérer effectivement aux bonnes heures, donc plutôt le matin de très bonne heure ou le soir très tard. Ventiler, est-ce qu'il y a d'autres bons gestes qu'il faut impérativement mettre en place? Moi, j'en ai mis en place, mais je ne sais pas si c'est les bons. Par exemple, les lunettes de soleil. Je sais que moi, ça m'aide de me dire je me protège les yeux de la lumière déjà, et puis également du pollen qui va rentrer dans les yeux. J'ai pour habitude de dire après une journée comme ça, de prendre une douche, de se laver les cheveux, d'enlever tout le pollen qu'on peut avoir sur soi. Et après, moi j'ai compris, mais là c'est un médicament, mais c'est de mettre, alors je ne sais pas si on peut dire la marque, mais bon bref, un chip dans le nez. Et en fait, un jour, un médecin m'a expliqué que si on traitait localement, en fait, pour éviter que le pollen rentre, et ben, ça allait faire son effet par rapport à un comprimé que je prenais tous les jours. J'en étais à prendre de la cortisone quand j'étais plus jeune tout le temps. Et ça m'a changé la vie, quand même. En plus de la désensibilisation, mais pour moi qui est très importante. Mais voilà, la douche, les lunettes, et quand je suis vraiment en crise, moi je me mettais dans le noir dans une chambre enfermée, quoi. C'est ça, à l'abri de tout. À l'abri de tout. Oui, c'est difficile. Là, vous parlez des solutions médicamenteuses. Il n'y a pas un risque à force de... Parce que finalement, quand on est allergique, on l'est pour toujours. Ça veut dire qu'on est en permanence à prendre des antihistaminiques, des corticoïdes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la santé ? Alors, on espère ne pas en prendre toujours quand la désensibilisation diminue cette prise, mais quand elle ne fonctionne pas bien, l'antihistaminique, c'est quand même quelque chose qui est connu depuis longtemps. Les molécules ont évolué et il y a toujours le sigle pour l'endormissement, mais en fait, on se rend compte que ça n'endort pas beaucoup les patients désormais. Donc vraiment, l'antihistaminique, c'est un médicament qui est connu, archi connu. Il y a quelques cas d'effets indésirables, les patients trouvent qu'ils prennent du poids. Dans ce cas-là, on change la molécule. Enfin, c'est rarissime, je vous cite des choses vraiment très rares, mais même pour la somnolence, si les patients nous parlent de ça, on change la molécule et souvent, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Bon, après, les corticoïdes, on n'aime pas trop du tout même. Donc, les corticoïdes, attention, c'est assez magique, mais pas plus de 3 jours d'affilée et pas de nombreuses fois dans l'année. Donc, il faut mieux, en effet, on privilégie
vraiment les traitements locaux qui ne vont pas passer au niveau sanguin, que ce soit pour les yeux, que ce soit pour le nez, et puis toutes les mesures qu'on a dit. Moi je dis souvent qu'il faut en effet laver les cheveux, se changer, parce que quand vous êtes chez vous, que vous continuez à bouger, les pollens vont voler tout ce que vous aviez sur vous. Il ne faut pas hésiter à avoir des petites pipettes de sérum physiologique, vous pouvez même les mettre au frigo. Le froid, ça va un peu calmer les yeux, les nettoyer. Voilà. Et puis derrière, vous rajoutez le collyre si ça continue à gratter. Voilà. Le traitement local marche très bien aussi. Le traitement local marche bien, ouais. J'ai une question là du public. Je suis allergique aux crevettes et aux acariens, est-ce que c'est lié? Alors, ça peut, mais ça peut être deux entités différentes. Donc en fait, ça, c'est le bonheur du métier. Non, c'est le bonheur des avancées en allergologie. C'est que maintenant, en faisant des prises de sang, on ne met pas que crevettes ou acariens. On va marquer des noms un peu des épitopes, c'est ce qui permet d'identifier. Et donc, avec cette prise de sang, on saura si l'allergie entre les acariens, puisqu'il y a une allergie croisée connue, acariens, crevettes, donc on peut se poser la question, est liée l'un à l'autre, et dans ce cas-là, ça ne donne pas des formes sévères, ou est-ce que la crevette est une entité seule et qu'il faut la mettre en éviction avec une trousse d'urgence, et l'acarien, une autre entité à côté. D'accord. Voilà, ça peut, chez le même patient, être deux entités, même si ça existe que ça soit croisé ou croisé. Donc deux allergies principales. Exactement. D'accord. Ah ouais. Alors on parle aussi beaucoup de solutions, là on a évoqué des bons gestes, il y a beaucoup de solutions à base d'huiles essentielles, de produits, alors peut-être pas des bougies, mais voilà, on entend beaucoup de choses. Est-ce que vous recommandez ce genre de choses ou Non, en fait ça fait partie pour nous des polluants de l'air intérieur, et donc tout ce qui est, alors huile essentielle en plus ça aggrave toutes les inflammations bronchiques, donc chez l'asthmatique c'est très peu recommandé, contrairement à ce qu'on peut dire dans toutes les publicités, et toutes les odeurs fortes de bougies et tout ça. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de bougies chez soi, je suis la première à être fan de toutes ces bougies, mais il faut savoir quand même calmer tout ça et aérer quand on a des allergies et quand on est en période plus compliquée. Ouais. Les aérosols aussi, ça peut être. Oui, les aérosols pour les asthmatiques c'est déconseillé. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions du public? Non, Julie, est-ce que vous avez une question peut-être à poser au docteur? Non, mais en effet, sur les bons gestes, je tiens quand même à dire, quand je parle de cortisone, c'était il y a 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, on ne me prescrit plus du tout et je n'en prends plus du tout en fait. Donc je vois qu'il y a une évolution. Et sur mes enfants, je leur en donne jamais, quoi. Donc voilà. Après attention, il ne faut pas non plus avoir la phobie des corticoïdes, c'est des médicaments très utiles, qui marchent très très bien, mais voilà, il faut avoir des règles, ça doit rester dans l'urgence quand c'est des chocs ou momentané quand il y a ça nous arrive pendant les pollens de dire là vous prenez 3 jours de corticoïdes ou sur une crise d'asthme, il ne faut pas en avoir peur, mais il faut savoir l'utiliser comme il faut. Oui, mais c'est vrai que moi je suis hyper en attente et hâte de voir tout ce qui va se développer sur les allergies, parce qu'encore une fois je trouve que c'est vraiment handicapant. Et mes enfants ils ont des médicaments toute l'année, puisque alors c'est plus le sérétide là ou le fixotide pour l'asthme, mais c'est un traitement annuel depuis qu'ils sont tout petits, quoi. Donc je me dis j'aimerais un jour qu'ils n'en aient plus besoin, même s'ils vont beaucoup mieux. Est-ce que la région d'ailleurs, moi je n'ai pas noté, on dit souvent aussi c'est local, quoi. C'est peut-être plus l'Île-de-France parce que plus pollué que la Loire-Atlantique. Alors moi en venant d'Île-de-France, je me suis dit ça y est, je vais être débarrassée, j'arrive à Nantes. J'ai pas vu Non, pas alors forcément. on dit que on est dans une région quand même assez humide, donc il y a des intérieurs où l'humidité favorise le développement des acariens, mais on dit que la pollution en Île-de-France favorise aussi des allergies, donc moi j'ai pas l'impression que les gens trouvent une nette différence. Par contre, quand on change entre le nord et le sud, on n'est pas allergique au même pollen, mais au fur et à mesure des années, souvent les gens deviennent allergiques au pollen qui les entoure de toute façon. Oui, d'accord. Donc je crois pas que... Alors si vous avez une solution, c'est vivre à plus de 1000 mètres d'altitude, puisqu'il y a plus de 1000 mètres d'altitude. Quand vous n'êtes pas allergique, quand vous êtes allergique aux acariens, pas pour les pollens, normalement les acariens ne survivent pas. Donc là vous pouvez prendre des oreillers en plumes, des couvertures en laine, brasser de la poussière. Voilà. C'est bon à savoir. C'est intéressant à savoir. Ah oui, c'est intéressant à savoir. Alors on a une question du public. Est-ce qu'un changement hormonal, grossesse, ménopause ou prise de médicaments peuvent déclencher des allergies? Alors oui, on sait que c'est un facteur favorisant. Je n'utiliserai pas le mot déclencher, c'est pas le facteur hormonal qui déclenche, c'est souvent qu'il y a une prédisposition ou quelque chose qui évolue à bas bruit. Et le facteur hormonal, souvent les adolescents vont nous dire d'un seul coup, là depuis 2 ans, je suis allergique, je suis gênée au moment des pollens. Oui, on sait que ça peut avoir un facteur, on sait que pendant la grossesse, il y a des femmes qui vont ne plus avoir de symptômes allergiques, d'autres ça va être
Donc on ne sait pas dans quel sens ça va varier, mais on voit bien que ça joue. Et on a des femmes qui sont très allergiques, et après la ménopause, elles nous disent ça va beaucoup mieux. Pourtant, si on fait les tests, elles sont allergiques, mais les symptômes ont évolué. À l'inverse, on a des patientes qui, après la ménopause, alors qu'elles disent non, moi jamais d'allergie, alors deviennent allergiques. Donc vraiment, les facteurs hormonaux peuvent jouer dans ce petit passage de seuil qui fait que ça devient symptomatique. Ouais. C'est pas la responsabilité des hormones, c'est juste qu'on change de statut au niveau des symptômes. D'accord. Alors une autre question sur donc quelqu'un qui vient peut-être de nous rejoindre et qui nous demande à quel moment de la journée il faut aérer chez soi. Alors si c'est l'hiver avec une allergie aux acariens, c'est n'importe quand, tous les jours c'est sûr. Par contre, si on est allergique au pollen, dans la saison pollinique et quand les alertes pollen montrent qu'il y a des pollens à l'extérieur, il faut fermer dans la journée, aérer tôt le matin ou tard le soir, ou bien juste après la pluie, parce que là tout est mouillé, tout est plaqué au sol et ça risque pas de rentrer dans la maison. Ça risque pas de... bien sûr. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui ? Ah, alors d'autres questions. Oui, est-ce que manger du pollen peut atténuer les allergies au pollen ? C'est vrai qu'on trouve ça en pharmacie maintenant. Alors non, nous on a plutôt eu des histoires des fois assez graves en mangeant des pollens, donc pas systématiquement, mais on déconseille absolument de manger des pollens quand on est fortement allergique au pollen, même si c'est pas le même mécanisme. À un moment donné, même si on l'a supporté longtemps, on a des gens qui ont fait des gros chocs allergiques, donc ça faut éviter absolument. Alors vous allez me dire la désensibilisation, on met pourtant des pollens dans la bouche, mais c'est des pollens, c'est des remaniés, enfin voilà, ça a été étudié, la dose a été étudiée, ne doit pratiquement pas engendrer de symptômes systémiques ou ORL et tout ça. Donc non, ça, on déconseille de manger des pollens quand on est allergique. D'accord, donc attention, je ne sais pas qui nous a posé cette question, mais ne pas manger de pollen, ce n'est pas une solution. Est-ce qu'il y a une allergie croisée, chat, chien, acarien, moisissure ? Est-ce que c'est des choses qui sont des allergies potentiellement principales et secondaires liées ? Alors oui, mais comme je vous disais, c'est pas systématique. On a plein de personnes allergiques au boulot qui vont pas être allergiques à la pomme, par exemple. C'est attention à ça, c'est pas tout le monde. Mais on sait qu'il y a certaines allergies, alors très rarement, mais ça arrive que des gens allergiques au chat ont une allergie croisée avec la viande de porc. Je dois en avoir un dans toute ma patientèle et c'est quand même très très rare, donc c'est pour vous dire que c'est pas systématique, mais il y a des allergies croisées. Après, il y en a certainement qu'on ne connaît pas. Dans ce que vous m'avez cité, les moisissures, il n'y en a pas de connus. Et puis les pollens, après tout dépend des pollens. On sait que certains pollens vont croiser plus avec ça, d'autres plus avec d'autres choses. Voilà. Ça, c'est vraiment chaque histoire qui va nous permettre de rechercher, de voir ce qu'il faut faire. On espère même qu'un jour, les désensibilisations évoluant, on ne désensibilise plus au boulot, mais à cet allergène-là du boulot. Donc que ça devienne un peu moléculaire, la désensibilisation, qu'on soit très très précis, puisque nous, on désensibilise au boulot, alors ça se trouve, on sait même que le patient est allergique des fois qu'à 2 ou 3 allergènes majeurs du boulot. Voilà, donc ça, on l'espère et ça va certainement évoluer un jour. Ouais. On parlait des allergies aux poils d'animaux. Vous aviez, il y a les chevaux, les chiens. Est-ce qu'on est allergique autant à un poil de chat qu'à un poil de chien ? Quelle est la différence ? Alors, on n'est pas forcément allergique à tous les animaux. Tout dépend justement encore à quelle partie de la protéine on réagit. Il y a des parties qui sont spécifiques du chien, spécifiques du chat. Il y a une partie qui est commune, il y a une protéine qui va croiser très souvent entre chat, cheval, chien, donc ceux-là, ils ont tous les animaux. Donc tout dépend à quel épitope, encore à quelle structure de la surface on réagit. Le plus fréquent, c'est quand même le chat, mais aussi parce que les patients se diagnostiquent plus. Parce que le chat, les gens rentrent dans notre cabinet en disant « je viens vous voir parce que je suis allergique au chat ». C'est très rare que les gens rentrent en nous disant « je viens vous voir parce que je suis allergique au chien ». Parce que les symptômes sont beaucoup plus subtils, le chat c'est beaucoup plus explosif. Voilà, donc peut-être faussé par le nombre de diagnostics, on a l'impression que le chat est plus fréquent. Le chat est assez sévère, donne de l'asthme très facilement. Et on a 2 allergènes aussi qui sont plus rares heureusement, mais qui donnent des allergies sévères et des asthmes sévères, c'est le rat et le cheval. D'accord. Donc ne prenez pas de rat chez vous, c'est déconseillé quand on est allergique aux poils d'animaux. D'ailleurs, la question c'est quelle est l'allergie la plus répandue ? Alors en respiratoire ? En respiratoire ? Je dirais que entre acarien et pollen, j'ai un peu de mal à trancher. J'aurais tendance à dire que c'est nos principales consultations, c'est si je fais que je coche les majorités, c'est bouleau, graminées, acarien. En respiratoire. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'intolérance et l'allergie ? C'est une très bonne question. Donc là, on part dans l'alimentaire, puisque quand on parle d'intolérance, c'est alimentaire, oui.
il y a une très forte différence. L'allergie, on a un risque, quand on a une vraie allergie alimentaire, on a un risque de choc, un risque vital, il faut faire une éviction de l'aliment complètement. Bon, éventuellement les traces, ça se discute au cas par cas, sont tolérées. Par contre, l'intolérance, ce n'est pas du tout un mécanisme IgE dépendant, ce n'est pas un anticorps qui va se fixer sur l'alimentaire, donc il n'y a pas de risque vital et on ne doit surtout pas faire d'éviction stricte, puisque quand on est en intolérance, ça veut dire qu'on en tolère quand même un petit peu, et si vous mettez pendant 2-3 ans en éviction stricte, le peu que vous tolériez, votre organisme va perdre cette tolérance, et du coup on est très en colère quand on voit certaines professions qui disent enlever tout le lait, tout le gluten, alors que des fois c'est juste une intolérance et qu'il faudrait juste adapter pour essayer d'avoir une qualité de vie meilleure et pas aggraver le problème. Et pourtant c'est un peu à la mode, ça en effet. Donc je vois. Ouais. Alors, une question assez pointue là. Y a-t-il d'autres médicaments que le Zyrtec, Xyzal, je vais citer des marques, c'est pas très bien, mais Belozal, et de la désensibilisation, car chez moi, rien n'a marché depuis longtemps. Alors, ou ça ne marche pas depuis longtemps? C'est difficile de répondre à cette question puisque je ne connais pas le patient, je n'ai pas fait les tests, je ne peux pas faire ma propre idée. Moi, je suis toujours convaincue qu'il y a une solution et qu'avec plein de petites choses, même si la désensibilisation ne fonctionne pas, et ça j'ai toujours du mal, donc j'ai pas vu comment a été pris la désensibilisation parce que je me rends compte que c'est pas toujours bien expliqué et tout ça, à complètement dire que la désensibilisation n'a pas marché, mais imaginons que c'est le cas. Voilà, il y a quand même beaucoup d'antihistaminiques différents, beaucoup de solutions en traitement local. Moi, je ne crois pas avoir un seul patient qui soit obligé de subir ces allergies parce que même aucun médicament ne marche. Donc ça, c'est un problème de fond à revoir et un ensemble de choses pour faire plein de petites choses qui vont conduire à une amélioration quand même. Ouais. Donc on l'a rappelé tout à l'heure, les gestes d'éviction, les gestes de tous les jours, la protection de son air intérieur également en fait partie. Alors, question, est-ce que l'humidité dans une maison favorise l'allergie? Oui. Et pourquoi? Alors l'humidité, d'abord si on a de l'humidité, on a des moisissures, donc quand on est allergique aux moisissures, forcément. C'est les moisissures auxquelles on est allergique quand la maison est humide, mais non, pas forcément, c'est quand même pas le plus fréquent les moisissures. D'accord. Mais si on est allergique aux moisissures, que la maison est humide, oui c'est sûr qu'on va être gêné. L'humidité favorise le développement des acariens. Les acariens, ils aiment bien les ambiances un peu trop chauffées, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas chauffer au-dessus de 19, 20, mais 19 c'est l'idéal. Qu'il faut aérer parce qu'ils ont horreur des courants d'air, ils sont un peu comme nous, il faut le côté cosy, là, plein de choses tout doux, là, bien chaud, et quand c'est humide, ils se développent plus vite. Donc souvent les gens quand ils nous disent, les gens allergiques aux acariens, ils nous disent j'ai senti l'humidité en rentrant dans la pièce, j'ai été gênée. En fait, c'est parce qu'il y a plus d'acariens dans la pièce parce que la pièce est humide. D'accord. Ça me parle tout à fait ce que vous dites. Dans les vieilles maisons. Ça me parle voilà, tout de donc suite. oui, l'humidité aggrave les allergies du fait de l'augmentation des allergènes et aussi les patients asthmatiques, ils n'aiment pas trop l'humidité. Ça favorise souvent un peu les gènes respiratoires. Et souvent, moi, je sais que quand j'ai froid ou quand j'éternue une première fois, c'est comme si après ça allait s'enchaîner. Je vais éternuer 10 fois comme le petit courant d'air qui va faire que ça y est, je rentre en plus en crise. Votre hyperréactivité nasale due à votre allergie, souvent les allergies, quand ça déclenche des éternuements, on appelle ça des éternuements en salle. C'est pas un éternuement, souvent c'est des séries. Ouais. C'est comme ça, vous avez déclenché un peu, ça se met en action, puis en fait, ça déclenche. C'est ça. Ça c'est vrai. Donc un des autres symptômes, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'est pas une fois. Peut être assez gênant. Voilà. Donc c'est à ça qu'on peut la reconnaître d'ailleurs, l'allergie. Est-ce qu'on a quelques dernières questions? Non, mais je crois que... Je sais plus, c'est par rapport à l'hérédité. C'est-à-dire que là, mes enfants sont allergiques. Est-ce que leurs enfants vont l'être? Tout dépend. C'est comme, j'allais dire les yeux, mais c'est un mauvais exemple pour la génétique. Oui, mais j'avais l'impression, est-ce que c'est un gène qui est fort ou quand les deux parents sont allergiques, forcément les enfants le sont? Non, dans la génétique, quand un des parents est allergique, on a à peu près 50% de chances mais quand les deux parents sont allergiques, on a 75-80%, c'est pas forcément 100%. C'est pas 100. Et vous pouvez avoir le gène et qu'il ne s'exprime jamais. D'accord. Donc, après, je vous dis pas que quand je vois des fois des familles atopiques, je vois en effet, je connais toute la famille du petit dernier, mais il y a quand même des patients, il y en a un, des fois dans la fratrie, qui échappe à ça. Donc, c'est pas du systématique. D'accord, mais oui, systématique. Il y a quand même de fortes chances qu'ils aient des allergies, mais c'est pas du systématique.
Merci beaucoup, merci Dr Beaugendre, Merci à vous. Merci beaucoup Julie pour cet échange. C'était donc un webinaire sur les allergies et vous par Shield by JVD. Nous espérons vous retrouver bientôt pour une nouvelle émission InstaLive en notre compagnie. À très bientôt et merci à tous pour vos questions. Au revoir. Au revoir.